Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui au Centre des Congrès de Lyon pour le Digital Summer. On est le 30 juin. C'est le premier événement dédié à la performance des entreprises du numérique. Alors avant tout, je voudrais vous demander pourquoi vous êtes venu aujourd'hui participer à cet événement. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le principe, c'est qu'on a très souvent des conférences soit très spécialisées, par exemple sur le référencement naturel ou que sur le développement, sur le web. En revanche, dans ces événements-là, on n'a pas toujours les décideurs, ceux qui sont à la tête des entreprises, qui doivent orienter la stratégie de leur PME. Et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce lot de conférences, c'est d'avoir enfin les décideurs en face de soi. Votre conférence, le titre, c'est Stratégie SEO, Content Marketing. Alors pourquoi ce titre-là? Expliquez-nous un petit peu plus les détails. En fait, notre métier historique, WAM Référencement, c'est le conseil en visibilité sur les moteurs de recherche. Il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'était très caricatural et porté sur des facteurs clés techniques. Même lorsqu'on développait du contenu, en réalité, l'algorithme de Google était très peu évolué. Une répétition de termes sur un contenu suffisait. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les avancées des algorithmes, et puis dans un contexte d'infobésité, c'est bien la qualité du contenu qui va faire la différence. Et à la fois auprès des utilisateurs, à la fois auprès de l'algorithme de Google qui est plus évolué, c'est la qualité qui est récompensée. L'idée, c'était de présenter aux entreprises ce concept de content marketing. Il s'agit de communiquer à travers le contenu, extraire l'expertise des entreprises, la traduire sur différents traitements éditoriaux pour aller toucher des cibles spécifiques. Alors tout bon client qui viendra dans une agence toquée nous dira « Dites-nous les secrets d'une bonne visibilité sur le web ». C'est un peu la question qui revient. C'est ça. Sur Google, c'est clair, comme il y a des enjeux énormes sur les classements, on sait que Google fait ses classements sur à peu près 200 critères, 200 facteurs clés de succès techniques. Il est clair qu'à l'époque, c'était très boîte noire et très secret. Aujourd'hui, je peux le résumer assez simplement. Je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur la qualité du contenu. Je vous parlais d'expertise tout à l'heure. L'entreprise est expert dans son domaine. Il faut réussir à le traduire de la bonne manière vers les bonnes personnes à travers le contenu, tenir un rythme de publication, l'expertise se traduit aussi par la capacité de l'entreprise à transmettre la bonne information, c'est-à-dire à être pédagogue tout simplement. Je pense que les secrets sont là-dessus. Mais on vient quand même accompagner les entreprises sur un certain nombre de facteurs très concrets analysés par Google. Si on voudrait définir une bonne réussite, vous dites que 50% de la réussite, c'est le référencement sur Internet? Oui, effectivement, comme le référencement naturel reste le canal qui propose le coût contact le plus intéressant par rapport à tous les autres canaux de diffusion, c'est vrai que c'est central, c'est même la clé de voûte. Maintenant, j'aimerais plutôt nuancer un peu en disant si on a des visites émanant des moteurs de recherche de l'ordre de 30 à 40%, c'est probablement un peu plus sain, puisque si vous dépassez ça, à un moment donné, vous êtes un peu Google dépendant. Il n'est pas rare d'avoir des clients qui dépassent les 60%. Alors tout ça est très intéressant, va dans le sens de la rentabilité, mais peut être dangereux. Et comment ça se calcule justement? Comment on peut le voir, tout ça? On met en place des KPI bien spécifiques. On vient mesurer la performance avec des outils comme Google Analytics, par exemple. C'est-à-dire concrètement, l'effort éditorial que je produis rapporte combien de visites? Ces visites sont-elles intéressées? Elles restent combien de temps? Est-ce qu'elles vont voir d'autres contenus? Ce sont tous ces indicateurs-là qu'on met finalement sous surveillance. Puis il y a une couche avant cela, c'est tout simplement le positionnement. C'est-à-dire, je vise un corpus de mots-clés, un questionnement. Lorsque concrètement je le tape sur Google, est-ce que je suis positionné ou pas? Vous avez parlé tout à l'heure de contenu, d'importance du contenu. Alors, comment produire du contenu pertinent maintenant, en 2016?
Je crois qu'il faut vraiment faire la différence sur la méthodologie. Et c'est là où on essaye vraiment de prendre le temps avec le client. D'abord, c'est de réunir les bonnes personnes, à la fois avoir les directeurs de l'entreprise, le marketing, les commerciaux, le service client. Chacun, c'est un prisme à chaque fois différent de l'entreprise, chacun son vocabulaire. Ensuite, on va analyser les concurrents également, savoir comment ils parlent et voilà, comment ils diffusent leur message. Histoire de bien les concurrencer. Exactement. Et puis ensuite, on va vraiment s'atteler, je crois, pour différencier les différentes personnes, à créer des personas, à faire une fiche d'identité des personnes que l'on souhaite toucher, et derrière définir finalement avec un travail de brainstorming quel est leur questionnement, quelles sont leurs intentions de recherche par rapport à tel ou tel besoin. Et ça, il me semble que c'est vraiment la clé pour réussir. On entend beaucoup de choses des clients ou des particuliers qui disent voilà, je vais être présent sur le web, aussi bien sur les réseaux sociaux, mais des fois ils ne savent pas vraiment comment publier, à quelle fréquence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment bien publier sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, on accompagne moins les entreprises. À un moment donné, on s'arrête au référencement naturel. Néanmoins, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a souvent ce réflexe de publier immédiatement un contenu qu'on aura mis parfois des semaines ou des mois à faire, comme un livre blanc par exemple. Sauf que si vous le lancez sans planification, un petit peu comme ça, sans viser telle ou telle personne, vous allez avoir 5 secondes d'attention. Et là, on voit bien l'intérêt de prendre le temps d'observer qui relaie quoi, qui sont les influenceurs, comment est-ce que je peux les toucher au préalable, peut-être rentrer en contact avec eux, et ensuite planifier finalement ma diffusion. Donc bien sûr, il faut tenir une fréquence ensuite, mais je pense qu'il faut surtout viser les bonnes personnes. Oui, parce qu'il y a les horaires qui changent, selon le public bien sûr, selon ce qui va être dit dans l'article, il faut bien analyser tout ça. Oui, exactement, je pense que là aussi, il faut savoir où est mon audience, quand est-ce qu'elle a sa meilleure attention, donc prendre le temps de l'observation, oui, tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, bon, il y en a plein. Oui. Lesquels sont plus appropriés pour du personnel et du professionnel ? Sur du professionnel, on peut difficilement passer à côté de LinkedIn. Puis vous voyez notamment qu'ils sont vraiment ouverts aux entreprises et à ce content marketing pour faire le lien, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une plateforme de diffusion de contenu, et là l'entreprise peut prendre le temps de diffuser son expertise. Donc là, ça me paraît indispensable d'aller sur LinkedIn et de repérer là aussi les groupes de discussion dans mon domaine d'activité. Si je prends le référencement naturel, le SEO, et on a des communautés par pays, des communautés internationales très pointues, selon des domaines plutôt techniques, etc. Là, je pense que c'est indispensable. Facebook va toucher tout le monde, parce que Facebook réunit pratiquement la planète. Voilà, et puis il y a le profil, il y a la page, c'est encore différent là-dessus. C'est ça. Mais si on souhaite être B2C, clairement, Facebook me paraît indispensable. Et on voit même naître, pour être tout à fait clair, aux États-Unis, les premiers médias qui n'ont pas de site web et qui se lancent directement sur Facebook. Ça dit bien la force du média contenant contenu, quoi. Voilà. C'est vrai que j'ai vu souvent le nom de domaine qui pointe vers l'adresse Facebook aussi. Exactement. Et certains commencent déjà à s'affranchir du site web. Après, si on veut citer Snapchat, qui est la rising star auprès des jeunes, voilà, si on veut toucher les adolescents, je pense que c'est intéressant de regarder, de scruter de plus près les avancées de ce réseau social. Si on regarde un peu plus le code pour nos amis développeurs qui nous regarderaient, il y a les grandes tendances des CMS, dont WordPress qui est numéro 1 actuellement. Oui. Pour bien référencer son site avec un CMS, quels conseils vous pourrez donner ? WordPress, en effet, on ne peut difficilement passer à côté parce que c'est le premier outil au monde. Google, d'ailleurs, dit bien, pour éviter de dépenser trop d'argent dans les développements qui vont dans le sens de Google, prenez WordPress et vous aurez gagné 50% du temps. Et vous pourrez vous focaliser sur le contenu. Maintenant, il y a d'autres outils qui émergent, qui sont hyper intéressants. Drupal, par exemple, une communauté mondiale, extrêmement dynamique, qui s'est largement adaptée aussi aux problématiques de visibilité, donc de SEO. C'est-à-dire que concrètement, ils proposent des modules, des briques, que vous mettez sur votre CMS,
qui viennent finalement compenser des efforts de développement pour être Google friendly, comme le faisait déjà WordPress. Donc là, ce sont des outils qui sont en plus qui permettent de penser tout de suite multisite, multilingue, multi-support. Je pense à Drupal 8, ce sont des outils fabuleux pour ça. Après, dans le commerce, vous avez Magento, qui là aussi est un gros outil, ou bien, bon, vous en avez d'autres plus petits, mais globalement, on est capable de s'adapter maintenant à tout, et on voit bien que même les gros constructeurs comme Microsoft, avec SharePoint à l'époque, a dû prendre en compte les dernières avancées, a dû rattraper son retard sous l'impulsion des Drupal et WordPress, quoi. Alors justement, par rapport à avant, si on fait un bond de 16 ans en arrière, par exemple, qu'est-ce qui a changé ? Nos attentes sont plus les mêmes, nos demandes sont plus les mêmes aussi ? En fait, c'est rigolo parce que je fais ce métier depuis 99 et à l'époque on disait « content is king ». Et c'est encore vrai aujourd'hui. En revanche, ce qui a changé, c'est que avant on était rivé derrière son ordinateur, tout ça a été très lent et on posait des questions sous forme de mots-clés. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez bien, l'objectif de Google, c'est d'être votre assistant personnel. Et de plus en plus, on pose des questions à Google en langage naturel. Et ce sera encore plus le cas avec nos enfants, etc. En réalité, il y a une interaction beaucoup plus naturelle avec le média. Ça, il me semble que c'est une vraie évolution. Et puis surtout, ça correspond à des micro-moments. Et c'est assez intéressant, on a un certain type de questions qu'on va poser en mobilité, dans la rue, interroger sur le temps qu'il va faire, le trafic, à quel endroit je vais pouvoir trouver un restaurant. C'est pas exactement la même manière d'approcher cette cible pour une entreprise que lorsqu'elle était juste derrière un ordinateur et poser une simple question. Oui, puis maintenant il y a l'apparition aussi des smartphones. On n'a plus le même type de recherche qu'avant. Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. Cette mobilité, la puissance des smartphones est énorme. Donc on pose la question à la voix et puis on doit servir l'information la plus rapidement possible, la plus succincte possible aussi sur le smartphone, parce que le temps de lecture n'est pas le même, surtout si je suis dans la rue. Donc on voit bien qu'il y a besoin de penser le message à la fois pour le desktop, pour l'ordinateur, et de l'autre côté pour le mobile, pour aller droit au but. Si on devait résumer les conseils, les recommandations que vous avez données aujourd'hui, ce serait quoi ? Je pense qu'il faut être intransigeant sur la qualité du contenu que l'on souhaite, du message que l'on souhaite diffuser. On est dans un contexte d'infobésité et tout le monde communique. On a évoqué plein d'outils, tout le monde fait la même chose. On voit émerger des tendances, alors quel que soit le nom qu'on leur donne, le creative content, content marketing, 10x content, le contenu 10 fois meilleur. L'idée c'est quoi ? C'est pouvoir se distinguer des autres avec un contenu qui apporte une valeur ajoutée, une interactivité, une immersion. Pour moi, c'est ce chemin-là que l'entreprise doit prendre dans son domaine, et c'est pas l'apanage des grands groupes non plus. Donc voilà, l'intransigeance sur la qualité, écouter et être curieux pour pouvoir se différencier. Voilà, ça me paraît déjà un bon message. Ça serait quoi votre constat sur le numérique en 2016 en général ? Je pense que l'avènement d'un certain nombre de technologies, notamment sur smartphone, permet aujourd'hui une vraie expérience. Lorsqu'on arrive sur un site web, l'entreprise nous pousse de moins en moins l'information et on la lit bêtement. Je crois qu'on prend de plus en plus en compte l'expérience utilisateur. Voilà, moi ce que je remarque c'est ça, c'est qu'on plonge dans une information, dans une expérience. Je cite souvent le New York Times qui le montre très bien. Ils ont un certain nombre de moyens, mais depuis 3 ans, ils mettent à disposition de tout un chacun gratuitement A Year of Storytelling. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils traitent de l'information et de sujets de société parfois très graves, sujets complexes souvent qu'on ne comprend pas bien, sous forme visuelle. Et il propose une vraie immersion. Et là, on voit bien, ça illustre bien ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait une plongée dans un sujet, et du coup, on le comprend beaucoup mieux. Notre vie est accélérée, on a besoin d'avoir de l'information rapidement. Il peut avoir un côté négatif, mais il y a quand même du positif. Qu'est-ce qui en ressort pour vous dans cette frénésie, cette accélération du mouvement et de l'information ?
On voit la nécessité, je me répète, mais de se distinguer. Je parlais d'infobésité, elle est complètement induite par cette vitesse. Et puis je pense que ce qui est important, et c'est un petit peu un risque qui guette tout un chacun, c'est de garder sa capacité à remettre en cause. Trop souvent, l'entreprise aussi a tendance à répéter ce que disent les autres. Nous, on s'interroge beaucoup en ce moment dans notre métier pour communiquer, de quelle manière on va communiquer sur le référencement naturel, sur notre métier. Si c'est pour faire de la curation et dire ce que tout le monde dit déjà, pourquoi pas, jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à sortir quelque chose d'original. Oui. Il y a tellement de sites, tellement de blogs maintenant. Exactement, et je crois qu'il faut prendre le temps d'observer dans ce contexte de rapidité, quoi. Voilà. Eh bien David, merci pour cet entretien. Nous, on salue les auditeurs, les internautes qui nous suivent sur Internet, bien sûr. La magie du web, l'évolution est là aussi. C'est ça. Et puis on se retrouve peut-être une prochaine fois, en tout cas pour nous, une prochaine interview. Avec grand plaisir, merci. Merci.